C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à un géant continental, l'Éthiopie, 108 millions d'habitants. Un nouvel invité m'a rejoint, Emmanuel Nkozoumoumi. Vous êtes économiste, analyste politique. Merci à vous de m'avoir rejoint. Merci à vous également, Loza Selechi, d'être resté avec moi, de même qu'au professeur Kifé Selassie. Vous êtes écrivain, philosophe, auteur de plusieurs ouvrages. Merci à vous, professeur, d'être resté avec moi. Vous vouliez réagir, professeur, par rapport justement aux propos de Madame Selechi, notamment en ce qui concerne les femmes, que vient de nommer le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy. Je voulais réagir parce qu'il a dit qu'ils n'ont pas été nommés parce qu'ils étaient uniquement des femmes. Ils ont été nommés parce que c'était des femmes compétentes. Mais le Premier ministre Abiy a dit quelque chose qui est encore plus important à mes yeux, qui doit s'appliquer à tous nos pays africains et d'autres régions. Il a dit qu'il a nommé des femmes parce qu'en général, les femmes sont moins corrompues et corruptibles que les hommes. C'est très important. Tout à fait. Et il le dit à haute voix. Et il le dit à haute voix, dites-vous. Et c'est ce fait de dire tout haut ce que l'on ressent, ce que le peuple ressent, qui fait qu'il a été très populaire tout de suite. Mais ça, c'est un produit aussi de notre propre histoire, de notre propre civilisation, parce que elle a grandi. Et moi, j'ai grandi en tout jeune. On nous dit, quand on dit au nom du droit, non seulement le pouvoir du roi, du souverain doit s'arrêter, du gouvernement doit s'arrêter, mais même l'eau doit être arrêtée. Vous voyez, le niveau auquel, au niveau populaire, on place l'état de droit, c'est-à-dire la vérité. Pourquoi il a eu la popularité? Bon, parce que tout simplement, la plupart de ceux qui sont à l'extérieur, comme à l'intérieur, les intellectuels, on connaît mal nos peuples. Si on connaissait notre peuple, il a senti le pouls de ce peuple. Bien sûr. Il en avait assez de vouloir être divisé en ethnie, en religion, etc., parce que ça n'existait plus en lui. Et c'est ce rejet-là qui a fait qu'automatiquement, il parle la langue que les gens simples parlent. Et ça nécessite un respect de la démocratie. À tout le monde. Monsieur Nkozoumoumi, alors le débat que nous menons nous plonge au cœur du débat sur la visibilité des femmes dans l'espace public en Afrique. C'est un exemple qu'il faut suivre, selon vous. Je rappelle effectivement que votre pays, le Rwanda, de ce point de vue, a fait aussi d'énormes efforts. Mais vous voyez aujourd'hui, vous pensez aujourd'hui que c'est une dynamique qui est en branle sur le continent et qu'il faut absolument suivre et qui s'impose finalement? Oui, tout à fait. En fait, je dirais que l'Afrique est en train de suivre un mouvement qui est général, qui est quasiment mondial. Je ne veux pas parler de la France, mais il y a d'autres pays. Angela Merkel est une femme et elle dirige l'Allemagne depuis 3 mandats. Par contre, s'agissant de la corruption des femmes, je pourrais mettre un bémol en disant Madame Dilma Rousseff, qui était présidente du Brésil, a été écartée justement par corruption. Une autre femme, qui est l'ancienne présidente de Corée du Sud, a été également écartée par corruption. Ne dit pas qu'il n'y a pas de femmes corrompues. L'idée, c'est quand vous prenez 100 hommes corrompus, vous avez peut-être... Parce que ça, la question, il faut faire l'équivalence. Oui, mais malheureusement, parce que dans le monde aussi, on n'a pas 50-50. On n'a pas 50% de dirigeants hommes et 50% de dirigeants femmes. Mais ça, c'est ce qui vient de faire le Premier ministre. Oui, et donc, pour revenir, c'est une anecdote en fait. Oui, on est d'accord. Alors maintenant, pour revenir à l'Afrique, effectivement, ce que vient de faire Abiy Ahmed, c'est un exemple qui devrait se multiplier sur l'ensemble du continent. Il y a peut-être quelque chose qu'on a passé sous silence, mais qui a été importante, c'est le passage de Salif au Libéria comme présidente. Johnson Sirleaf. Ouais, elle est arrivée après un pays qui était complètement laminé par les guerres civiles qui ont duré longtemps. Il y a eu des chicanes aussi, des conflits de région, des conflits ethniques à l'intérieur du Libéria. Et cette femme a fait du Libéria un pays moderne, un pays uni, un pays pacifié. Donc les femmes ont peut-être cette capacité à nous projeter dans la paix, à être vraiment des actrices de la paix de façon dense, intensive et durable, comme le font les hommes. Il y a peut-être aussi le côté authentique des femmes en général. Quand elles s'engagent profondément. Et quand elles s'engagent pleinement au service de l'intérêt général. Tout à fait. Et quand elles s'engagent, c'est pour la durée.
Les hommes, nous avons peut-être cette tendance aussi, là je retiens sur le mot corruption, à peut-être faire des compromis parce que ça arrange les amis, parce qu'on on pense toujours au coup d'après. En quelque sorte, on se réserve toujours une cartouche au cas où les choses passeraient mal. Et les femmes ont peut-être aussi cet avantage de ne pas trop calculer sur l'avenir et être dans le présent pour que le pays avance. Madame Selechi, est-ce que ce qui se passe dans votre pays traduit finalement une forme de révolution en termes de culture politique? Souvent, de l'extérieur, on dit de l'Afrique, ah, ce continent n'est certainement pas fait, n'est certainement pas assez mature pour la démocratie. Et là, on voit un jeune homme, 41 ans, qui prend la primature de son pays, la direction de son pays. Il est jeune, il engage des réformes et il prouve que, bien sûr, des réformes démocratiques sont possibles sur le continent. On est là, au cœur d'une révolution en termes de culture politique. Juste avant de répondre à votre question, je vais juste dire un dernier mot sur ce que vous venez de dire. En fait, je pense qu'au lieu de dire les hommes sont mieux dans ce domaine, les femmes mieux dans tel, je caricature bien sûr, mais je pense que ce qui est important et l'une des notions que M. Abeyi porte très bien est la notion d'équilibre en fait. Le problème n'est pas tant qu'il y ait des femmes ou pas au gouvernement, c'est qu'il y ait des femmes et des hommes à parts égales pour qu'on puisse avoir une image un peu plus réaliste du pays et avancer vers des choses qui concernent tout le monde. Sur ce, quand vous parlez de révolution de culture politique, je pense que la culture du débat a toujours été très importante. Peut-être pas sur la place publique, mais du moins dans les familles, je sais qu'on parle beaucoup politique et je sais que la plupart des gens ont un avis bien tranché ou au moins se tiennent au courant de ce qui se passe dans le monde et même à l'intérieur du pays. Ma crainte est la suivante, c'est que la culture du débat n'est peut-être pas assez développée. Et j'ai peur aussi que, surtout depuis, disons, 2012, la mort de Maïla Zenawi, où nous avons eu de grands médias qui ont émergé aux États-Unis, et même en Europe, qui sont des médias d'opposition comme ISAT ou le Oromo Media Center, en soi, sont les bienvenus parce qu'ils apportent une voix contradictoire, si vous voulez, mais cristalliser la voix de l'opposition qui n'avait pas non plus d'autres moyens de s'exprimer, devenait un peu extrémiste. Donc ma crainte est juste que la culture du débat ne soit pas assez forte pour s'asseoir et discuter de manière posée. Je l'espère. Professeur, le Premier ministre dit, pour lutter contre les inégalités, il faut que je combatte la pauvreté. Parce que c'est l'une des causes, dit-il, pense-t-il, des rivalités, des tensions sociales. Aujourd'hui, on situe votre pays autour de 39% de taux de pauvreté. Et il dit, l'un des leviers dont je dispose, c'est l'ouverture de l'économie éthiopienne au secteur privé. Il se trouve, professeur, et là vous allez nous expliquer comment il va s'y prendre, il se trouve que pendant des décennies, une petite technostructure s'est arrogée l'économie de votre pays. Comment va-t-il réussir justement à arracher les grands leviers des mains de cette petite bourgeoisie pour rendre l'économie effectivement profitable à tous les Éthiopiens comme il entend le faire? On a un économiste avec nous, bien sûr, rwandais, et c'est ce modèle-là que nous devons avoir présent à l'esprit, le modèle rwandais sur le plan économique aussi. Parce que voilà un pays qui était soi-disant divisé en Hutus et Tutsis, c'est faux. Les Hutus et les Tutsis parlent la même langue. La plupart d'entre eux ont la même religion. C'est un pays qu'on a divisé exactement comme nous, mais chez nous c'est grave, c'est-à-dire artificiellement. Chez nous, il y a une réalité, on est 84 peuples. Par conséquent, le modèle rwandais, il y a d'ailleurs énormément d'affinités entre les deux pays, doit être un modèle qui doit inspirer beaucoup de pays. Il n'est pas arrivé du jour au lendemain à réconcilier, pas dans la tête des gens, il y a des Hutus, des Tutsis, etc. Bon. Et à cet égard, il faut que nous fassions, quand nous parlons, ne parlons pas comme ça. C'est-à-dire, cette tendance à l'occidental de se poser en s'opposant. Je n'aime pas, par exemple, qu'on compare le cas de la présidente du Brésil, Dulce, et avec le cas de la Coréenne. La Coréenne a été condamnée devant les tribunaux pour corruption. Celle-ci, c'est les accusations d'une majorité qui vient de prendre le pouvoir qui l'a accusée. Il n'est pas passé devant les tribunaux. On est d'accord. Et en pleine connaissance de cause, quand j'ai dit que le courage qu'il a eu de dire que les femmes ne sont pas corrompues, je n'ai pas dit que toutes les femmes ne sont pas corrompues. On est d'accord. En général. Bon. Donc, cette manière d'aborder le problème économique sans le dissocier du problème politique, ils sont main dans la main. Donc, qu'il s'agisse de l'Éthiopie et des autres pays, c'est les inégalités, je le répète, qui se creusent de manière excessive entre une petite poignée qui s'accapare le pouvoir notamment et je le pouvoir pense économique. que là, ce n'est pas la technostructure,
dans certains cas, comme dans le cas de l'Éthiopie, c'est identifiable. C'est une minorité ethnique qui était entourée par d'autres minorités qui étaient collées à eux, qui s'accaparaient de cette fortune-là. Et par conséquent, dire qu'il va corriger ça, lui qui vient au carrefour de la chrétienté et de l'islam, d'une région où on dit que c'est Amara, mais lui il est Oromo. C'est ça. Il veut dire que les régions dites Amara sont en réalité métissées d'Oromo. Par conséquent, il faut que nous fassions disparaître de nos têtes l'accent que nous mettons sur ce qui nous divise. Je pense qu'il y a un fond commun d'inégalité en Afrique, ça ne peut pas continuer. Et les jeunes, Dieu merci, sont en train de dire arrêtez aux dirigeants, parce que nous voulons que les problèmes auxquels nous avons fait face, c'est-à-dire l'inégalité, soient abordés frontalement ensemble. Professeur, vous avez vu l'Éthiopie dans ses mutations, dans son évolution, vous avez vu le pays en relief, et qui mieux que vous pour nous expliquer comment on doit comprendre la société éthiopienne? Est-ce une juxtaposition de groupes ethniques qui ne sont pas du tout en mesure de vivre ensemble, ou bien est-ce qu'il y a justement eu instrumentalisation alors que ce sont un ensemble de peuples qui peuvent réellement vivre ensemble? Quelle est la compréhension, quelle est la cartographie anthropologique de la société éthiopienne? C'est très simple. Je vous ai dit 84 peuples, 84 langues. Je prends mon voisin érythréen, mon frère érythréen, 9 peuples. 9 langues. Donc, l'Érythrée est une Éthiopie en miniature. Et l'Éthiopie, c'est une Afrique en miniature. Et là, il y a le nom Éthiops. Éthiops, ça veut dire la terre des hommes au visage brûlé. Si vous prenez la cartographie des découvertes, c'est-à-dire 14e, 15e siècle, le mot Éthiopie se trouvait au centre du continent. Et l'Atlantique du Sud s'appelait Mara Ethiopica. En d'autres termes, à force de voir nos divisions, on perd de vue qu'il y a un fond commun que rattrape aujourd'hui, parce qu'on a grandi dedans, dans ce que tu appelais le manque de débat, mais en même temps tu disais, la palabre africaine, ceci n'empêche pas les gens de papoter et de résoudre des problèmes par les Bachin Gantae, par exemple, dans son pays. C'est ça qui a permis des structures traditionnelles à résoudre mieux que les tribunaux un début de réconciliation. Mais ça prendra du temps. Les blessures et les cicatrices qu'il y a eu en Éthiopie, parce qu'il y a eu trop de guerres. C'est ça. La dictature de Mengistu a été vraiment impitoyable. Mais professeur, quand on prend les événements récents, on l'a dit, les 3 dernières années qui ont précédé, en tout cas les 3 années qui ont précédé l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, quel est l'état des plaies aujourd'hui? Est-ce qu'il y a chez les Éthiopiens, enfin, en tout cas les différents groupes ethniques, de forts ressentiments, ou bien la disponibilité à se pardonner et à s'ouvrir les uns aux autres? J'ai la prétention de connaître un peu mon pays, c'est-à-dire son peuple. Écoutez, ça fait quand même 3 ans, les médias n'en ont pas parlé, les Éthiopiens aussi n'ont pas pris la mesure de cela, que des jeunes qui viennent des différentes parties de l'Éthiopie se mettent à marcher à pied jusqu'à Adwa, c'est-à-dire le lieu même de la victoire de l'Éthiopie en 1896 contre le colonialisme. Or, au-delà des frontières, c'est un peu comme la marche des jeunes beurs qui sont partis de Marseille avec un arrêt à Lyon, et de Lyon, ils sont arrivés pour lutter contre le racisme. En d'autres termes, le processus de changement, le pouvoir n'a pas compris que ceci se faisait de manière unitaire par des jeunes, parce que les jeunes en ont assez de ces divisions. Ce qui est difficile à comprendre pour des gens qui ont de ma génération, Dieu merci, je suis resté profondément jeune dans mon esprit, mais fondamentalement, on a beaucoup de peine à comprendre comment ça se fait que ces jeunes nous doublent. Mais c'est normal. Ils ont été formés, ils ont une culture qui est le numérique. Croyez-moi, en Éthiopie, il y a 65 millions de téléphones portables. C'est énorme. Donc maintenant, il y a une course pour qu'on privatise tout cela, les 65 millions de la compétition, oui, mais au profit de qui? On va privatiser au profit de qui? Donc, il y a un débat qui se déroule à l'échelle planétaire aussi. Oui, c'est vrai. Pour l'Afrique, si on n'a pas compris que depuis 2008, on a affaire à un économiste, il confirmera. Tout à fait. Avant 2008, s'il y a un projet qu'une membre africaine peut trouver défendable, elle peut le financer. Mais maintenant, il faut qu'il y ait une couverture par une banque du Nord. Donc on est en train d'avoir nos mains liées. Nos mains liées. Et vous avez raison de le rappeler, un économiste avec nous, l'Éthiopie, c'est 87,30 milliards de dollars de PIB. Ça va être 95 milliards de dollars en 2019. Nous l'avons dit, 108 millions d'habitants. Le potentiel est-il là pour atteindre les objectifs tels que fixés aujourd'hui par le Premier ministre
Abiy Ahmed? Il y a deux façons de voir la chose. Soit on dit effectivement nous avons une population importante, 108 millions d'habitants, et donc il faut redistribuer de l'économie et du pouvoir d'achat à l'ensemble de cette population-là. Ça c'est compliqué parce qu'il faut avoir de la réserve pour cela. Par ailleurs, parler de 80 milliards de PIB. 87 notamment. Oui, c'est un chiffre, c'est vraiment de la macroéconomie. Oui, on est d'accord. Le peuple ne voit pas vraiment forcément les 80 milliards. Ceci dit, on peut aussi les répartir dans ce qu'on appelle le PIB en parité de pouvoir d'achat. Et là, nous montons à peu près entre 200 et 250 milliards. Oui. Si vous convertissez en mais c'est à la fois un vaste marché, mais voilà, aussi de la main-d'œuvre juvénile. Oui. Puisque 75% de la population éthiopienne ont moins de 25 ans. Tout à l'heure, on parlait des actions, en tout cas, menées par le Premier ministre Abiy Ahmed, oui, sur le plan de l'économie simplement, parce que le pays doit se développer. C'est vrai, l'Éthiopie a rattrapé sur l'éducation, par exemple. Il a rattrapé notamment sur l'énergie, par exemple. Mais il y a encore un domaine où la question n'est pas encore résolue. Nous avons un taux d'alphabétisation qui est encore très faible, malgré tout. Presque 40% d'Éthiopiens sont alphabétisés. Donc, autrement dit, il y a un réservoir de 60% qui ne sont pas encore. Il y a un autre élément qui est celui, malheureusement, on compare toujours les pays dans la même région pour avoir en quelque sorte un thermomètre régional. Au sein de la région de l'Est de l'Afrique, le pays qui est en avance, c'est le Kenya. Et l'Éthiopie, notamment pour ce qui est de la mortalité infantile, par exemple, il est quasiment au même niveau de la Somalie, du Soudan du Sud. C'est vrai qu'il a traversé les périodes de violence. La dynamique est là parce qu'il y a la population, c'est vrai. Il y a quand même quelque chose qui, aujourd'hui, peut me frapper rapidement. C'est un pays d'à peu près 1,137 million km². C'est ça. Ce pays a un niveau de couverture routière qui est très faible. Pour rattraper le niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents, pour moi, c'est les pays avec lesquels je compare l'Éthiopie, c'est le Brésil, la Chine, l'Inde ou la Turquie, oui, sur les pays continentaux. L'Éthiopie devrait multiplier par 11 la longueur de ces routes pour attraper le niveau moyen de ces pays. Ces infrastructures routières. Quand, par exemple, le chemin de fer, l'Éthiopie devrait multiplier par 23 pour arriver à atteindre le niveau optimal de chemin de fer. Ça veut dire que nous avons une population qui grandit, qui est très importante, et cette population doit se déplacer. Et enfin, je viens sur l'élément important, c'est un vaste pays. Et les populations ne sont pas que à Addis Abeba. Oui, vous avez deux grandes villes qui font plus de 2 millions d'habitants. Oui. Pour le reste, vous avez quelques centaines de milliers d'habitants. Oui. Autrement dit, pour pouvoir irriguer l'ensemble du pays par l'économie qui se décentralise. Dans ce cas-là, il faudra avoir des infrastructures de distribution, de transport qui permettent aux différentes régions de pouvoir échanger. Et là devient un élément central important, c'est que lorsque vous avez un pays fédéral comme l'Éthiopie aujourd'hui, avec 9 régions et 2 villes qui sont des villes-régions, si vous créez l'autonomie de région, vous êtes obligé de créer aussi les outils économiques de développement de ces régions-là. Donc, nous entrons sur le problème du développement des pôles économiques régionaux. Et pour l'instant, l'Éthiopie n'y est pas encore. Vous soulevez des points là très importants, mais il y a un premier ingrédient indispensable justement pour combler ces déficits que vous soulignez, c'est le volontarisme politique, la volonté politique. Et visiblement, le Premier ministre éthiopien, là, on ne peut que le saluer, mais de quel levier il dispose véritablement pour atteindre sa réforme. On en parle après une courte pause. Je rappelle Emmanuel Nkozuma, excusez-moi si je prononce pas bien votre nom, Nkozumwamani. Vous êtes écrivain également, vous n'êtes pas que économiste, analyste et politique. Vous avez écrit La relance de l'Afrique, publié aux éditions L'Harmattan. Merci. Merci à vous. Vous avez également écrit Le partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation, toujours publié aux éditions L'Harmattan. Merci à vous. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.